Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce premier essai vidéo de roue libre. Pour ce premier essai, un essai vintage, puisque vous l'aurez reconnu, nous avons affaire à la fameuse et mythique Renault 4, la 4L. À la fin des années 50, Renault pense à remplacer sa vieillissante 4 chevaux. La 4 chevaux, c'est le symbole de l'après-guerre en France. Conçue dans les années 40 et sortie en 1947, elle était là pour répondre au besoin d'avoir une voiture économique, fiable et accessible au plus grand nombre, symbole des 30 glorieuses qui commencent à peine. Elle a un style rondouillard, un moteur arrière et elle est vendue comme la voiture du peuple, comme une certaine Volkswagen, et oui, la Volkswagen voiture du peuple en allemand, qui deviendra plus tard la mythique Coccinelle. Mais à la fin des années 50, la vieille 4 chevaux n'est plus d'actualité, il faut donc la remplacer, d'autant plus que la Citroën 2 chevaux, rivale éternelle de Renault, se vend comme des petits pains malgré qu'elle soit sortie en 1948. Renault sort alors la Renault 4 en 1961. Donc il fallait pour Renault une voiture beaucoup plus moderne, beaucoup plus fiable, mais qui soit toujours aussi accessible au plus grand nombre. C'est alors que le projet naît et qu'en 1961 sort la première Renault 4. C'était vraiment une voiture assez révolutionnaire. Déjà dans son style, comme vous pouvez le voir, on a quand même une voiture assez cubique quelque part, avec sa forme loin des grandes rondeurs des 4 chevaux et autres 2 chevaux. C'est une voiture qui a un haillon et ça c'était vraiment une révolution surtout à ce niveau-là. Vraiment Renault c'est celui qui a démocratisé le haillon, la fameuse Renault 16, première berline à haillon. Donc nous avons un haillon qui prend toute la hauteur de la carrosserie, donc qui est vachement plus pratique, notamment dans les campagnes, comparé par exemple au coffre de la 2 chevaux qui au début était un coffre en toile et qui ensuite est devenu une sorte de mini haillon, enfin c'est même pas un haillon, une porte dans le coffre, mais qui était beaucoup moins pratique que celle-ci. Et c'était surtout la première traction avant grand public de chez Renault. Parce que Renault, le premier véhicule traction avant de Renault, c'était l'Estafette, mais c'était un utilitaire réservé aux professionnels en 59. Et c'est cette voiture qui la démocratisera au sein de la régie Renault, tout simplement, donc en traction. Alors là, donc, nous avons une 4L GTL Grand Tourisme Luxe, qui était le haut de gamme de l'époque, attention. Alors en 79, ces générations-là, on reconnaît les 4L notamment à cette calandre en plastique noir qui apparaît au milieu des années 70 à peu près, en 74-75. Elle se reconnaît aussi à ces inserts en plastique sur à ces protections plastiques des portes, comme vous pouvez le voir ici. Ici, donc, on reconnaît aussi que c'est une GTL. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière, elle possède... Alors déjà, bon... C'est quand même écrit en gros. Cette GTL aussi se reconnaît à un équipement qui était d'un luxe à l'époque, surtout sur cette gamme-là. C'était la lunette dégivrante arrière. Et oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de lunette dégivrante. Et celle-ci là, et qui est fonctionnelle en plus. Donc ça, c'est super bien. Donc à bord, à bord de la 4L, il y a eu 3 tableaux de bord différents au cours de sa carrière. Il y en a eu un premier, voilà, avec plus des inserts métalliques qui se faisaient beaucoup à l'époque. Ensuite, ce deuxième qui est arrivé au milieu des années 70, voilà, beaucoup plus dans le plastique, dans l'air du temps de l'époque. Et un troisième ensuite qui arrivait dans les années 80 avec notamment les voyants et le tableau de bord de la R5. Puisque la R4 et la R5 ont cohabité, tout simplement. Donc ici, alors déjà pour tout vous dire, vous vous doutez bien, toute cette partie c'est pas d'origine. Le propriétaire en fait l'a modifiée notamment parce que cette 4L va participer au fameux, normalement, 4L Trophy. Donc pour la petite anecdote, ça c'est une horloge qui vient d'une DS, ça c'est une jauge de température qui ne fonctionne pas, et une magnifique prise USB pour brancher en 5 volts, voilà, le téléphone ou des petits ventilateurs exprès, et ici une commande manuelle du radiateur. Donc à part ça, vous le voyez bien, c'est quand même très spartiate, c'est quand même bien loin de ce qu'on connaît aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'airbag, il n'y a pas du tout de gros tableau de bord, on est directement autour de la carrosserie. Donc très simpliste, il n'y a pas de contour, c'est un simple compteur gradué jusqu'à la vitesse phénoménale de 140 km/h, atteignable en descente avec le vent dans le dos, une jauge de carburant, une jauge de batterie, puis voilà, jauge d'huile, et c'est tout. Ensuite, là, en termes de commande, c'est vrai que c'est assez différent de ce qui se trouve aujourd'hui actuellement. Le levier de vitesse ici en position de triangle, là, très haut, c'est très différent de ce qui se trouve ici. C'est une boîte donc 4 vitesses, puisque les premières avaient des boîtes 3 vitesses. C'est un coup de main à voir, mais au final, voilà, c'est dans le même étagement. Première, hop, deuxième, troisième, quatrième, et la marche arrière, on vient la chercher. Voilà, c'était un coup de main à prendre. Ensuite, en termes de commande, assez classique. Voilà, on a des commodos assez classiques à première vue, sauf que ici,
À droite, ce ne sont pas les essuie-glaces, mais les clignotants, tout simplement. À gauche, nous avons la commande des feux, tout simplement. Il y a une petite manivelle qui est là pour activer les feux. Hop, première position, on est en feu de position, feu de croisement et feu de route. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a quelques petits boutons ici. Là, c'est un premier, c'est le bouton tout à gauche des essuie-glaces. Ici, le bouton des warnings. Et en dessous, on a ici la ventilation. On a ici le dégivrage arrière, Grand Tourisme Luxe. Et ensuite, on a le fameux starter. Alors le starter, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permettait d'aider les voitures à démarrer avant. Donc on tire, plus de starter est activé, plus la voiture va prendre, le ralenti sera élevé et donc va avoir plus de facilité à démarrer puisque le mélange sera plus riche. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. Au volant de cette 4L, on sent qu'on est vraiment dans une voiture d'un autre temps. La direction n'est pas assistée, ce qui se ressent surtout lors des manœuvres, et l'ensemble est assez bruyant, la faute à une isolation phonique uniquement assurée par la tôle de la carrosserie. Les suspensions à l'ancienne font que la voiture semble se coucher dans chaque virage, mais ceci n'empêche pas notre vieille Renault d'avoir un comportement sain et une bonne tenue de route, permettant d'aborder les virages de manière dynamique et de vraiment prendre du plaisir, sans pour autant aller à des vitesses mirobolantes. Le moteur du coup, c'est un moteur Cléon, 1 litre de 34 chevaux. Alors c'est pas un foudre de guerre, mais dans une voiture comme ça qui fait à peu près 600-700 kg, ça suffit largement. En vitesse de pointe, on est aux alentours de 130, avec en descente et le vent dans le dos. Et le moteur est vraiment rageur. C'est un petit moteur de 34 chevaux, mais il va joyeusement dans les tours. Et c'est un vrai plaisir en fait de conduire cette voiture. Alors le propriétaire il va jusqu'à Clermont avec. Donc le Puy-Clermont c'est presque 2 heures de route. Il y a de l'autoroute. Donc ça prouve déjà que ça roule. Mais voilà, c'est vrai qu'après le bruit va être assez présent, assez vite présent. Et voilà, c'est le charme de rouler en ancienne. C'est le charme d'avoir une voiture un petit peu décalée, qui a une histoire en plus. Voilà, il faut... Est-ce que c'est une voiture à rouler à tous les jours? Moi, je pense que ça peut l'être. Le problème, parce que, voilà, en consommation, on est aux alentours, Maximilien, le propriétaire, nous a dit qu'il était aux alentours de 6-7 litres au 100 en moyenne, ce qui est une valeur tout à fait convenable avec ce qui se fait aujourd'hui. Là où ça diffère, c'est que dans ces voitures-là, c'est de l'essence avec du plomb. Donc déjà, tu mets du sans-plomb 98 et en plus, tu mets un additif. Mais après, ça reste quand même assez économique. L'entretien, n'en parlons pas. Les pièces sont facilement trouvables à pas cher. C'est des voitures que on peut y gratter très facilement. C'est une mécanique ultra accessible. C'est ultra fiable surtout. C'est des voitures qui sont faites pour 4 trophy. Donc quelque part en fait ça peut être une voiture de collection à rouler à tous les jours. Parce que voilà, l'entretien n'est pas non plus énorme. Donc en conseil en voiture d'occasion, moi ce que je conseillerais c'est d'en acheter une, éventuellement pour rouler assez régulièrement avec, pas forcément pour aller faire Lyon-Paris quoi. Mais une voiture qui peut, surtout que dans des campagnes un peu comme on est ici en Haute-Loire, c'est des voitures qui vont très très bien quoi. Parce qu'il n'y a pas besoin non plus d'avoir 12 500 de chevaux pour se faire plaisir et puis rouler, pour rouler aux limitations. Ça va à 80 facilement. Donc voilà, alors maintenant la cote de ces voitures, c'est en train de monter. La cote collection est en train de monter. Alors ça reste toujours moins cher que des 2 chevaux. Mais voilà, pour un exemplaire, on va dire sain qui roule, sans pour autant dans un état exceptionnel, c'est 4 000 € quoi. Facilement 4 000 €. Et après, pour des véhicules en état concours avec des séries limitées, pour certains les plus hauts, on peut aller à 10, 12, voire 15 000 € selon si par exemple c'est une 4L, la parisienne. Mais ça reste encore assez accessible. C'est un bon investissement pour l'avenir. Donc si vous êtes attaché au charme de l'ancien et que vous pouvez faire abstraction du confort, notamment sonore des voitures modernes, rouler en ancienne au quotidien est possible. Le propriétaire annonce une consommation moyenne de 6 à 7 litres au 100 km, une bonne moyenne. L'entretien lui est peu coûteux et très accessible.